On va pouvoir commencer. Alors, je vous mets en plein écran. Paf, paf. Tac. Super, je vois plus ma tronche, tant mieux. Donc, moi, je suis Jules Berenbaum. Je suis interne en orthopédie à Paris. C'est moi qui vous fais les confs Hermès et les TP. Donc, si vous, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà suivi des petites confs ou des petits TP d'orthopédie. Le but, c'est que avec la globalité, les deux confs et les deux TP, on soit à la fin à une globalité de programme d'environ 80-90% de ce qui peut tomber. J'ai laissé 10 petits pourcents où il faut quand même les réviser, mais pour moi, ça a très peu de chances de tomber. Donc, je vous ai mis le principal. Mes confs, c'est, vous avez pu voir majoritairement des DP, KFP, zone à pointer un petit peu. Et les TP, c'est surtout des QI et des rappels de cours, histoire d'avoir une petite vision globale, pas trop longue, pour bien se concentrer pendant 1 heure et demie. OK? Est-ce que vous êtes tous prêts pour commencer? Et est-ce que vous avez eu le temps de préparer un peu le TP? Normalement, il a été mis en ligne. Est-ce que vous avez eu le temps de le préparer? Dites-moi. Dites-moi oui ou non. Pas accès au QCM. Ah bon? Vous n'avez pas eu accès au QCM? Bon, s'il y en a qui n'ont pas eu accès au QCM, c'est pas grave, de toute façon, on peut la refaire un petit peu en direct live. Mais il faudra bien répondre dans le chat. Parce que c'est en répondant et c'est en se trompant qu'on progresse. OK? Pas préparé mais prêt, il n'y avait pas accès. Mais je vais le faire remonter parce que ce serait important, c'est important que vous ayez accès en avance. OK, pas accès, pas accès. Bon, je sais pas pourquoi. C'est toujours comme ça pour les TP. Ah, les TP, vous n'avez pas accès? Mmh. Ah, mais si j'avais su, j'aurais fait un petit WooClap. Bon, c'est pas grave, on va faire l'équivalent d'un WooClap. Vous allez répondre dans le chat. De toute façon, c'est pas très long comme TP. Donc, ça va être bien. OK. Bon, tout le monde a l'air prêt. Tout le monde a l'air à fond. C'est très bien. N'hésitez pas à bien participer. N'hésitez pas à vous tromper. Il n'y a que moi qui vois vos réponses. Il n'y a pas de honte. Je ne suis pas là pour vous juger. Et quand on se trompe sur une réponse, vraiment, j'insiste, c'est là où on retient et c'est là où ensuite on ne fait plus l'erreur. D'accord? C'est en faisant les erreurs 2-3 fois qu'on ne fait plus les erreurs. Donc, c'est parti. Selon la classification de Salter et Harris, on commence d'emblée avec un petit peu de pédiatrie. Déjà, attendez, je regarde juste si on voit bien mon écran, je regarde. Ok, ça a l'air cool. Ok, selon la classification de Salter et Harris, une fracture Salter 1 n'entraîne que très peu de risque d'épiphysiodèse. Une fracture Salter 3 passe par le cartilage de croissance et l'épiphyse. Une fracture Salter 4 passe par le cartilage de croissance et la métaphyse. Une fracture Salter 5 entraîne systématiquement une épiphysiodèse. Une Salter 4 entraîne, une fracture Salter 5 ne passe que par le cartilage de croissance. Et est-ce qu'elle entraîne systématiquement une épiphysiodèse? Alors, qu'est-ce qu'on répond? On me répond ABCDE d'emblée, tout bon. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? On me propose ABC. Ok, bon, on va voir. Alors, attendez, il me semble que j'ai modifié un petit peu parce que c'était ambigu en fait. J'ai modifié sur la correction, mais on va corriger les deux parce que je l'ai laissé enfin j'ai laissé les deux parce que je voulais quand même vous en parler et sinon j'oublie de vous en parler. J'ai pas beaucoup de tête, hein, je suis orthopédiste, je retiens pas trop de trucs. Donc, on va voir pourquoi ça change. Juste, la fracture Salter 1 n'entraîne que très peu de risque d'épiphysiodèse. Ça, c'est vrai. Elle ne passe que par le cartilage de croissance. En général, elle est non déplacée. Elle entraîne peu de risque d'épiphysiodèse. Une fracture Salter 3 passe par le cartilage de croissance et l'épiphyse. Oui, on va revoir après sur les schémas comment ça se fait. Et donc, là, en fait, j'ai modifié pour que ce ne soit pas trop ambigu. Mais si c'était comme ça, une fracture Salter 4 passe par le cartilage de croissance à la métaphyse, moi, je pense qu'aux EDN, je coche parce que même si elle passe aussi par l'épiphyse, eh ben, c'est pas faux de dire qu'elle passe par le cartilage de croissance et la métaphyse. On ne vous dit pas qu'elle ne passe que par ça. Ok, donc pour moi, je la cocherai comme ça. A posteriori, je me suis dit que j'allais la modifier pour pas que la question soit trop ambiguë, mais je voulais quand même vous en parler. La fracture Salter 5, elle entraîne systématiquement une épiphysiodèse? Oui.
c'est très important de bien le retenir, c'est une fracture par écrasement, par compression. Il y a systématiquement une épiphysiodèse qui se crée, le cartilage de croissance est détruit dans sa totalité. Le facteur Salter 5 ne passe que par le cartilage de croissance, là, ça c'est la définition du Salter 1. Donc, on revoit ensemble le schéma. On voit ici que la Salter 1, on passe que par le cartilage de croissance. La Salter 2, on passe par le cartilage de croissance et par la métaphyse. La Salter 3, on passe par le cartilage de croissance et un refend dans l'épiphyse. Donc, celle-ci devient de plus en plus... Donc, vous avez bien compris, hein, la classification de Salter à risque, le but, c'est de savoir quels sont les facteurs à risque d'épiphysiodèse. L'épiphysiodèse, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la fusion du cartilage de croissance, l'ossification, qui du coup, par la suite, va entraîner une absence de croissance de l'os et donc du coup des inégalités de longueur de membre, des choses comme ça, pas très cool, relou de boiter. La Salter 4 passe par tout en fait, elle passe par la métaphyse, le cartilage de croissance et l'épiphyse. C'est très à risque, c'est en général des fractures chirurgicales, donc ça vous n'avez pas à savoir. Et la Salter 5, c'est une fracture par compression, par écrasement. Et donc dans ce cas-là, vous n'avez pas, vous avez systématiquement une fusion et donc une épiphysiodèse. Quelqu'un m'a posé la question, c'est quoi la différence entre une fracture Salter 5 et une fracture en mode de Burr? Les fractures en mode de Burr surviennent en général chez des enfants dont la fusion est déjà acquise pour le cartilage de croissance ou alors sur des zones où le cartilage de croissance est plutôt absent et donc, du coup on a juste une mode de Burr et on n'a pas une Salter 5. Est-ce que c'est clair? On passe à la suite. Quelles sont les étiologies? Alors, je vous préviens, il n'y a pas forcément de lien. Le but, c'est de balancer des QI comme ça, comme vous aurez le jour J. Là, c'est des QI d'orthopédie, donc ça balance. Hein. Quelles sont les étiologies du syndrome du canal carpien? Parmi les suivants. Un calvicieux d'une fracture de l'extrémité inférieure du radius, est-ce que ça peut faire un canal carpien? Est-ce que la grossesse, ça peut en faire un? L'hyperthyroïdie, l'éthylisme chronique, les professions à mouvement répété. Allez-y, je vous laisse un peu de temps pour répondre. On me propose ABE et ABCE. D'autres, toujours les mêmes qui participent. N'hésitez pas à participer les autres. Moi, ça me va très bien d'avoir deux personnes. Ah, voilà, une troisième personne qui participe. Parfait. Ça rentre en concurrence. Oh là là, une quatrième personne. ABE, ABE. OK. Donc, attention aux petits pièges dans cette question. Il n'y a pas trop de pièges en orthopédie. Ça va être des pièges un peu de merde. Calvicieux d'une fracture de l'extrémité inférieure du radius. Oui, on vous parle d'un calvicieux, d'une fracture. Un calvicieux, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une consolidation dans une position qui n'est pas bonne. Le cal osseux se forme et du coup on est dans une position vicieuse, qui est une position qui n'était pas voulue en général chez des patients avec des déplacements secondaires qui n'ont pas voulu se faire opérer ou alors avec des fractures mal opérées qui finissent en cal vicieux. Donc ça peut, vous comprenez qu'une fracture de l'extrémité inférieure du radius, un cal vicieux qui mettrait la main comme as par exemple, et ben là on serait problématique, on pourrait comprimer le nerf médian et donc provoquer un syndrome du canal carpien. La grossesse, oui, en fait, pour faire simple, le syndrome du canal carpien peut être causé par tout ce qui fait gonfler. Hein, aussi pour faire facile, tout ce qui fait gonfler, donc c'est-à-dire l'œdème, la grossesse, désolé les filles, mais on grossit, on gonfle, on a de l'œdème, okay, on a de la rétention d'eau. L'hyperthyroïdie, non, du coup, attention, c'est l'hypothyroïdie qui peut entraîner un syndrome du canal carpien. L'hyperthyroïdie ne fonctionne pas, ça ne fait pas d'œdème. L'éthylisme chronique, bon, ça on pourrait dire que ça fait de l'œdème, ce n'est pas un facteur de risque de syndrome du canal carpien. Les professions à mouvement répété, oui, si vous êtes carreleur et que vous tapez tout le temps sur du carrelage, si vous faites du marteau-piqueur en permanence, bon, tout ça, ça peut provoquer les syndromes du canal carpien. Petit rappel du coup sur le syndrome du canal carpien, c'est quoi? C'est une compression du nerf médian au niveau du canal carpien qui est en fait formé en avant par le ligament annulaire du carpe, qui est un ligament dans le prolongement des tendons, en l'occurrence du tendon du long palmaire. Et du coup, ça délimite la partie antérieure du canal carpien. C'est la petite partie qu'on va ouvrir pour libérer le canal carpien. OK? Ça donne comme symptomatologie des douleurs répétées dans le territoire du nerf médian, donc des douleurs, des paresthésies, parfois des hypoesthésies et après une parésie. Okay, le territoire du nerf médian, on le rappelle, on a l'éminence ténare, le pouce, les deux premiers doigts longs et une moitié du troisième doigt long sur leur face palmaire. C'est à cet endroit-là qu'on peut avoir les douleurs paresthésies. On peut avoir des amyotrophies de l'éminence ténare. Et donc,
tout ça peut provoquer plein de troubles, vous comprenez, les patients consultent en général assez vite. Les premiers symptômes à se réveiller dans le canal carpien, c'est les douleurs nocturnes en général, qu'on peut traiter par des traitements médicaux. On a dans notre trousse à traitements médicaux les infiltrations qui peuvent fonctionner chez les patients, les attelles de repos, parfois les attelles nocturnes. Alors on ne va pas mettre une attelle toute la journée, sinon on va en redire le poignet, mais les attelles nocturnes, parfois suffisent à limiter les douleurs chez les patients, et dans ce cas-là, ils sont très contents. Et au bout d'un moment, si donc, on a des parésies qui s'installent, ça devient un canal carpien sévère, on doit l'objectiver, je vous le rappelle, avant le traitement chirurgical par un ENMG, d'accord? Vous devez objectiver la sévérité du canal carpien par un ENMG, c'est médico-légal. Et à ce moment-là, si le traitement médical ne suffit plus ou s'il y a des signes de gravité comme les parésies, une amyotrophie de l'éminence ténare, eh bien là, il va falloir proposer un traitement chirurgical qui consiste tout simplement en une libération du canal carpien, okay, par section du ligament annulaire du carpe. Puis 3, on reste dans les syndromes canalaires à propos du syndrome du nerf ulnaire au coude. Est-ce qu'il s'agit d'une compression du nerf ulnaire entre l'épicondyle latéral et l'olécrâne? Est-ce qu'il peut entraîner des paresthésies de la face palmaire du 5e rayon? Est-ce qu'un signe de frottement est un signe de gravité? Est-ce qu'une amyotrophie de la loge ténarienne est un signe de gravité? Les symptômes peuvent être produits par un test de Tinel en amont du tunnel. Alors, qu'est-ce qu'on répond à cette question? Qu'est-ce que vous proposez? On me propose B, C, D, E. Qui dit autre chose? Pas la D finalement. Ok, parfait. BCE du coup, BCE. Très bien, exactement. Ok, donc, tout le monde. Ok, c'est bon. Donc, c'est une compression du nerf ulnaire, oui, entre l'épicondyle médial et l'olécrâne. Attention, je vous le rappelle, quand on regarde comme ça, il passe ici, d'accord, sur le versant ulnaire, donc en médial. Donc, c'est l'épicondyle médial.